trucage de matchs, trafic de drogue, corruption, extorsion ou encore intimidation d'arbitres. Tout ce que je viens de vous citer, c'est pas issu d'une série Netflix sur la mafia, mais c'est plutôt les accusations que l'on reproche à l'un des hommes les plus puissants du foot actuel. On parle d'un mec avec une fortune à plus de 4,9 milliards de dollars, une flotte de 150 navires et un empire qui va du port du Pirée jusqu'aux tribunes de Nottingham. Pourtant, il y a encore 15 ans, c'était juste un armateur grec que pas grand monde connaissait. Mais aujourd'hui, il possède l'Olympiakos, l'un des clubs les plus importants de Grèce, et Nottingham Forest, un géant anglais endormi qu'il a ressuscité pour ramener jusqu'en Europa League. Sauf que pour y arriver, il a fallu employer sa méthode, virer des entraîneurs en boucle, enfreindre certaines règles et survivre à des procès sans fin. Une stratégie brutale qui a parfaitement fonctionné, car entre son pouvoir médiatique, ses liens politiques et son impunité juridique, Evangelos Marinakis a compris comment jouer avec ses propres règles et il est en train de bâtir un empire que plus personne ne peut arrêter. Alors pour comprendre ce gars, faut d'abord s'intéresser à son pays d'origine. On est le 30 juillet 1967 au Pirée en Grèce et c'est là que naît Evangelos Marinakis. Issu d'une famille d'armateurs, son père Miltiadis a dû tout construire de zéro. Il s'installe dans la région au début des années 60, monte un atelier de réparation navale, puis crée sa propre compagnie maritime, Vanimar. Et le plus intéressant, c'est que Miltiadis ne se contente pas du business. Il fait aussi de la politique en étant conseiller municipal du Pirée pendant 8 ans et c'est aussi un actionnaire de l'Olympiakos. Petit, Evangelos voit donc son père jongler entre les bateaux, la politique et le foot. Et clairement, ça va l'influencer pour la suite. En grandissant, il rejoint l'entreprise familiale, apprend le métier et développe son réseau. Puis en 2005, il fait le grand saut en créant sa boîte Capital Maritime and Trading Corp. Aujourd'hui, on parle d'une flotte d'environ 150 navires avec des pétroliers, des méthaniers ou des porte-containers. Ses clients, c'est les plus grosses entreprises du monde comme BP, Shell ou Total. Et sa fortune est estimée à 4,9 milliards de dollars par Forbes, ce qui en fait le deuxième grec le plus riche du pays. Marinakis a donc les moyens, une ambition démesurée et une envie de pouvoir. Alors, quand les problèmes financiers commencent à planer au-dessus de son pays, il va en profiter. Vers la fin de l'été 2010, la Grèce est en pleine crise économique. Le pays est au bord de la faillite, les gens descendent dans la rue, tout le monde a peur pour l'avenir, y compris un club, l'Olympiakos, la plus grande organisation sportive grecque qui est elle aussi en difficulté. Le président, Socratis Kokkalis, qui dirigeait le club depuis 17 ans, décide de se retirer. Marinakis, lui, voit une opportunité inespérée. Alors, le 18 juin 2010, il rachète la participation majoritaire et devient le nouveau patron de l'Olympiakos. Et ce choix n'a rien d'un hasard. Bon, déjà parce que son père était lui-même un supporter, donc il a baigné dedans depuis petit, mais surtout parce qu'on parle du club le plus titré de Grèce, avec 37 championnats à l'époque, un stade de 33 000 places et 98 000 socios. Il y a aussi la rivalité avec le Panathinaikos, qui est inscrite dans le foot grec depuis des décennies, et enfin, c'est tout simplement une institution nationale. Acheter l'Olympiakos, c'est pas juste acheter un club, c'est acheter un morceau de l'identité grecque. Sauf que quand il le reprend, l'équipe des Trilos sort de sa pire saison depuis 88. Le club termine 5ème en play-off, se fait éliminer par une équipe de 2ème division, Pantserraikos en coupe, et les dettes s'accumulent. Clairement, c'est le bordel. Alors, Marinakis va commencer à faire le ménage. Il injecte plus de 100 millions d'euros pour moderniser les infrastructures et tout rembourser, puis il remplace l'équipe dirigeante, recrute de nouveaux joueurs, change le staff, et dès sa première saison complète, il remporte le titre, et globalement, il va plus s'arrêter pendant une quinzaine d'années. L'Olympiakos gagne le championnat 7 fois d'affilée entre 2010 et 2017. Au total, sous sa présidence, c'est même 11 titres de champion, 5 coupes de Grèce, une super coupe, mais la vraie apogée, elle est arrivée le 29 mai 2024. Ce soir-là, les Grecs affrontent les Italiens de la Fiorentina en finale de Conference League. Après avoir sorti le Fenerbahçe ou Aston Villa, ils sont encore une fois outsiders. Pourtant, dans le stade de leur ennemi de l'AEK, l'Olympiakos va remporter son premier trophée européen, mais aussi la première compétition européenne d'un club grec. La domination est telle que un mois avant, c'est les jeunes qui avaient gagné la Youth League face à l'AC Milan. En un peu plus de 15 ans, Evangelos a donc fait de son club de cœur un mastodonte du pays. Sauf que pour lui, le foot, c'est pas suffisant, car pendant qu'il gagne des titres, il construit aussi un empire personnel. D'abord avec les médias, où il crée Alter Ego Media, qui devient petit à petit le premier groupe de presse en Grèce. Il rachète aussi Mega TV, la chaîne la plus regardée du pays, et possède également le portail IN.jr, qui est le leader digital grec. Puis surtout avec la politique, où à partir de 2014, il devient conseiller municipal du Pirée et président de la Super League grecque. Donc si on récapitule, le mec a le club de foot le plus puissant de Grèce,
Grèce, la plus grosse chaîne de télé du pays, les plus gros journaux et une flotte de bateaux qui pèse plusieurs milliards. Et tout ça en Grèce, ça a un nom, on appelle ça le diaploki. En gros, c'est la fusion entre le pouvoir, les médias et le business. Marinakis en étant clairement le parfait exemple. C'est pas pour rien d'ailleurs que l'ancien premier ministre Alexis Tsipras le qualifiera d'oligarque. Et ce terme n'est pas anodin, parce qu'un oligarque c'est pas juste un mec riche et puissant, c'est surtout un mec qui sait comment se protéger. Et pour se protéger, il faut survivre à pas mal d'affaires. La première, c'est celle du Koryopolis. En 2011, l'UEFA et les services de renseignement grecs révèlent que plus de 40 matchs auraient été truqués pendant la saison 2009-2010. Des écoutes téléphoniques sont utilisées, 68 personnes sont suspectées et Marinakis est interpellé. Sauf que le conseil d'appel le blanchit pour manque de preuves. Puis il enchaîne 2 ans plus tard avec une nouvelle affaire. Cette fois, on est en finale de Coupe de Grèce et l'Olympiakos affronte l'Asteras Tripolis. À la mi-temps, Evangelos rentre dans le vestiaire des arbitres. Il dira plus tard qu'il voulait juste leur souhaiter bonne chance. Les arbitres, eux, parleront de grosses pressions pour les laisser gagner. Le match se terminera sur une victoire 3-1 des Trilos, mais le proprio sera accusé de corruption puis acquitté 2 ans plus tard. Et à peine il termine un scandale, il en enchaîne un autre dans la même veine. En décembre 2014, il est encore inculpé pour trucage de matchs, extorsion et corruption. Mais cette fois, c'est pour des matchs entre 2011 et 2013. Et encore une fois, l'affaire traîne devant les tribunaux et il est de nouveau innocenté par manque de preuves. Mais sa plus grosse affaire, là où il était vraiment le boss des mafiosi, c'est celle du Nourwan. La même année, ce pétrolier est arrêté avec 2,1 tonnes d'héroïne à bord. C'est tout simplement la plus grosse saisie d'Europe. Le trafiquant condamné, Eftimios Yannoussakis, désigne Marinakis comme son partenaire commercial. Il dit même qu'une 3e tonne d'héroïne lui était destinée. Les enquêteurs découvrent des transferts à $1 million entre les sociétés de Marinakis et celles de Yannoussakis, mais notre bon vieux Evangelo nie en bloc. Il parle d'assassinat de sa réputation et de persécution politique. Finalement, Yannoussakis se rétracte ayant subi des pressions du ministre de la Défense et en janvier dernier, Marinakis est encore innocenté, encore une fois par manque de preuves. Alors certes, il continue de gagner des titres sur le terrain, mais avec toutes ces affaires, sa réputation commence sérieusement à prendre un coup. En Grèce, il a tout, le pouvoir, l'argent et la reconnaissance. Et entre tous ces procès, ces accusations et ces menaces, Marinakis doit faire évoluer sa stratégie. Il doit continuer à se développer, mais cette fois à l'international. Et en mai 2017, il trouve exactement ce qu'il cherche. Nottingham Forest, un géant anglais endormi à plus de 2000 km de tous ses problèmes grecs. Et là, vous allez me dire pourquoi un grec avec plein de procès aux fesses part en Angleterre investir dans un club de championship. Et bah la réponse, elle est assez simple. En fait, Nottingham Forest, c'est une équipe avec une grosse histoire. Championne d'Europe en 79 et 80, ils font partie des clubs les plus importants du championnat anglais. Le problème, c'est que depuis 1999, Forest végète en 2e division. Il a même failli descendre en Ligue 1. Alors pour Marinakis, ça ressemble à un bon coup. Le club a un stade emblématique avec le City Ground au bord de la Trent, il a une grosse base de supporters et son histoire peut être très bien vendue avec du marketing derrière. Alors pour 50 millions de livres, il rachète le club et commence à investir. Sauf que contrairement à l'Olympiakos où tout marche immédiatement, avec Forest ça va mettre un peu plus de temps. Entre 2017 et 2021, le club va changer 10 fois d'entraîneur. Philippe Montagnier reste 7 mois, puis on enchaîne avec Mark Warburton qui est viré après 9 mois, Heitor Karanka lui part d'un commun accord après 12 mois, et ça va continuer comme ça avec Martin O'Neill, Sabri Lamouchi ou Chris Hoghton. Les résultats n'arrivent pas à suivre, le club stagne chaque année en milieu de tableau, jusqu'à la mi-septembre 2021, où Forest va signer Steve Cooper. À ce moment-là, les Reds ont joué 9 matchs en Championship et se retrouvent relégables. Une situation catastrophique pour Steve, qui va devoir mettre les mains dans le cambouis, et ça va plutôt bien marcher. En début d'année, le club est remonté jusqu'à la 8e place, et finalement, Forest réussit à terminer 4e et se qualifie pour les playoffs. En demi-finale, ils affrontent Sheffield et l'emportent au tir au but. Puis en finale contre Huddersfield, Steve Cooper et ses hommes font un nouveau miracle, 1-0 au score final. Après 23 ans d'absence, Nottingham Forest est de retour en Premier League. Pas forcément attendu à ce niveau, et après une grosse remontada, Marinakis a réussi son premier pari. Mais le deuxième, il va le faire lors du mercato qui suit. Car cet été-là, il va claquer plus de 200 millions sur le marché et acheter plus de 22 joueurs. C'est simple, c'est un record au Royaume-Uni. Jamais une équipe n'avait recruté
autant en une seule fenêtre de mercato. Et le symbole de cette folie dépensière, c'est l'arrivée de Morgan Gibbs-White. Pour 30 millions d'euros, le jeune anglais arrive des Wolves et bat le record du joueur le plus cher de l'histoire du club. Et avec tous ces achats, l'objectif est clair. Pour Evangelos, le club ne doit pas faire l'ascenseur. Et il va réussir, mais de justesse, en terminant 16e à la dernière journée. Puis la saison d'après, ça va être encore plus compliqué. Forest se prend 4 points de pénalité pour non-respect du fair play financier anglais. Et malgré ce handicap, il réussit quand même à se sauver en finissant 17e, mais avec à peine 32 points, soit le plus faible total pour un club survivant dans l'histoire de la Première Ligue. Puis la saison 2024-2025 va être celle de la consécration. Emmenés par Nuno Espirito Santo, les Reds terminent 7e et se qualifient en Coupe d'Europe pour la première fois en 29 ans. Chris Wood inscrit 20 buts en championnat, Matsels prend le gant d'or avec 13 clean sheets et Elanga est l'une des révélations de la saison. Sauf que derrière cette qualification européenne, il y a une réalité bien plus sombre. Parce que pour en arriver là, Marinakis n'a pas juste investi de l'argent, il a surtout imposé sa méthode. Et cette méthode, elle est assez discutable. À Forest, la durée moyenne d'un entraîneur, c'est 10 mois. Ange Postecoglou a même battu un record en ne restant que 39 jours avant d'être viré. Et à l'Olympiakos, c'est globalement pareil, avec plus de 20 coachs différents en 16 ans. Mais le problème, c'est pas juste le nombre d'entraîneurs. Si ce n'était que ça irait. Personne n'aurait rien à dire puisque c'est lui qui dirige. Non, l'autre point qui fait grincer des dents, c'est son comportement. En avril 2024, Forest se retrouve en pleine lutte pour le maintien et joue un match crucial contre Everton. Les Reds le perdent 2-0 et le compte officiel du club poste un tweet en insultant les arbitres. Stuart Atwell, l'arbitre à la VAR, aurait oublié un penalty et le tweet l'accuse d'être pour Luton, l'autre club à la lutte pour le maintien à ce moment-là. Sauf que quelques jours plus tard, le Times va indiquer que c'est pas le community manager du club qui a pété un plomb, mais plutôt Marinakis lui-même qui a pris le compte Twitter du club pour écrire ça. Il se prend donc une amende de 750 000 livres et un communiqué de la fédération anglaise, mais évidemment, ça s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, après une défaite 1-0 contre Fulham, Marinakis se pose devant un arbitre et se met à cracher par terre, ce qui lui vaudra cette fois-ci 5 matchs de suspension. Puis quelques matchs après, Gary Neville dit en direct chez Sky Sports que la gestion du club ressemble à celle d'un gang mafieux. Forcément, sa déclaration fait polémique, Sky Sports s'excuse, mais Marinakis, il s'en fout et il décide de l'interdire de stade au City Ground. Et la pire anecdote, c'est peut-être celle de mai 2025. Après un match décisif contre Leicester pour la course à la LDC, les Reds ne font que 2-2. Et là, sorti nulle part, Marinakis arrive sur la pelouse et commence à insulter son propre coach en Mondovision. La scène est lunaire et Nuno est viré 4 mois après. Et quand on regroupe tout ça, la philosophie de Marinakis devient limpide et elle tient en 3 phrases. On ne discute pas, on n'explique pas, on n'excuse pas, on exécute et puis c'est tout. Alors en écoutant tout ça, vous attendez peut-être à ce que la Première Ligue réagisse. Qu'elle a déjà ouvert une enquête, qu'elle a posé des conditions, qu'elle a menacé de le sortir. Non. Elle fait rien, enfin presque. En fait, l'APL a bien un test qu'elle fait passer aux différents propriétaires de clubs. Elle vérifie les condamnations pénales pour violence, fraude ou corruption, les suspensions prononcées par d'autres instances, l'implication dans des matchs truqués ou les procédures d'insolvabilité. Le problème, c'est que Marinakis, techniquement, il est clean. Toutes les affaires grecques se sont terminées soit par des acquittements, soit par des non-lieux. Alors légalement, on peut rien lui reprocher. Quant aux supporters, la majorité sont de son côté. En Grèce, le diaploki est vu comme quelque chose de quasi normal. Les gens trouvent ça logique qu'un proprio de club ait aussi des chaînes de télé et des connexions politiques. C'est la règle du jeu là-bas. Et les supporters de Forest, eux, ils savent que sans lui, leur club jouerait encore en Championship. Il a investi des millions, il a amené Forest en Première Ligue après 23 ans d'absence et il l'a qualifié pour l'Europe. Alors oui, il est autoritaire, oui, il est incontrôlable, mais il gagne. Le foot actuel adore l'argent, le pouvoir, les hommes forts. Et Marinakis coche toutes ces cases. Et tant que les tribunaux disent qu'il est innocent, tout le monde devra l'accepter. C'est la règle du jeu, et visiblement, Marinakis la maîtrise parfaitement. Voilà, c'était une petite vidéo sur l'un des mecs les plus sulfureux de Première Ligue, ce bon vieux Evangelos Marinakis. J'espère qu'elle vous a plu. En sachant tout ça dorénavant, est-ce que vous pensez que la Première Ligue devrait être plus sévère contre lui ou au contraire le laisser faire puisque c'est lui le propriétaire? Dites-moi tout ça en commentaire. Sinon comme d'hab, petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Aussi petit rappel, si vous voulez suivre l'actu foot, chaque lundi matin j'envoie un mail qui résume toute l'actu de la semaine. Le lien est dans la description, c'est gratuit. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous.